vous connaissez la version CRS ou pas? Alors attendez, moi je veux un miaou, mais un miaou de chez Miaou, pas le miaou tout fou, d'accord? Alors pour nos amis les CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Non les gars, vous mettez trop d'énergie. C'est un miaou. On leur fait, d'accord? CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? CRS, quel est votre métier? Je vous kiffe la famille, faites du bruit! On s'excuse comme il peut d'avoir obligé le sien. Ce soir, alors je dis aussi merci aux auditrices, aux auditeurs de Radio Bip, aux spectateurs de Média 25 là, qui nous regardent, qui sont aussi là avec nous. Alors on va parler ce soir de répression, hein, vous avez vu un petit peu le programme. On va parler de liberté de la presse et la parole de ce soir va porter loin puisque cette soirée est donc retransmise sur nos réseaux, à la radio et en direct vidéo. Alors il y a des aléas de connexion pour ceux qui nous écoutent en direct, mais ne vous inquiétez pas, ce sera disponible en version magnifique dès demain. Pour le déroulé de la soirée. Séquence de ce type-là. Alors, je vais faire une intervention très rapide. Je vais vous présenter un peu avec quelle protection on va sur le terrain. Alors, je vais vous amener quelques pour que vous puissiez voir. Alors, c'est un gilet, c'est pas un gilet pare-balles en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection pare-balles, c'est une protection avec une sorte de mousse qui nous permet de ne pas être trop blessé par les tirs de LBD. Donc ces tirs de LBD qui sont très dangereux. Alors je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble une balle LBD. Vous l'avez vu évidemment dans les vidéos, aussi sur internet. Alors c'est une balle qui nous a touché, celle-là, donc on l'a récupérée. Évidemment, on a aussi des protections, ce qu'on appelle des EPI, donc des protections, équipements de protection individuelle. Alors, c'est ces fameuses protections qui vont nous mettre généralement en garde à vue. Alors, c'est ça qui fait peur à la police, et c'est pour ça qu'ils nous mettent en garde à vue. C'est un masque à gaz qui nous permet, moi je suis asthmatique, donc si j'ai pas ce masque à gaz, je peux y laisser ma vie. De l'autre côté, voilà, c'est une lunette de piscine simple, rien de spécial. Ça me permet de continuer à travailler. Malgré le gaz, alors le gaz lacrymogène, il a un sens pour les manifestants évidemment, mais nous sommes là pour transmettre l'information, pour filmer dans toutes les situations. Et pour ça, on se protège. Et il y a aussi ce fameux casque qui nous permet de nous protéger. On a aussi une visière pour qu'on puisse avoir encore des yeux, voilà, tout simplement. Ça nous protège contre les balles LBD, enfin, à peu près, hein, parce qu'on n'a pas vraiment testé, on verra bien comment ça va se passer quand on va nous tirer dessus. Mais en tout cas, on essaye de se protéger au maximum parce qu'on fait un travail. Alors, notre travail, c'est d'informer, encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est absolument pas du tout de manifester, nous ne sommes pas sur le terrain pour... voilà, évidemment, je ne suis pas en train de dire que les manifestants méritent ça. Alors, ce que vous avez vu dans ces vidéos, les manifestants les vivent aussi, sauf que eux, ils ont encore moins de protection que nous. On essaie quand même de faire notre travail, de rester là quand ça tire, etc. Les manifestants doivent partir quand ça tire, évidemment. Mais de l'autre côté, ils subissent les mêmes choses, donc voire pire. Donc voilà, l'état des faits aujourd'hui des journalistes qui sont sur le terrain, des journalistes de terrain. Et voilà ce qui se passe quand on fait notre travail, seulement notre travail. Alors on a senti qu'il y avait une pression qui est montée sur notre présence, sur le fait d'être avisé de façon plus récurrente par ces tirs d'LBD. Parfois c'est à côté de nous, parfois ça nous vise. Et voilà, ça nous touche. C'est venu après des images qu'on avait sorties, que ce soit la situation de Mathias que vous connaissez, gilet jaune, qui a été blessé donc à la tête
par un policier alors qu'il partait de manifestations de façon pacifique. Des images qui ont fait le tour de la France, hein, des 20 heures, et qui par la suite ont donné suite à une enquête IGPN qui, bon, voilà, classée sans suite en fait. Mais bref, c'est pas ça le problème. On va dire que ce qui est sûr, c'est que suite à ces images, que ce soit celle-là, que ce soit d'autres, eh ben, on a senti qu'il y avait un changement de façon de faire nous concernant sur le terrain. Donc c'est exactement ce qu'on veut montrer. Nous ne sommes pas en train comme ce policier disait, d'être anti quelque chose. On est anti rien du tout. Nous sommes pro-information en fait. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Nous sommes là pour transmettre l'information. Évidemment, quand il y a une action, on tourne la caméra, on filme l'action. C'est comme ça. Hein. Quand il y a quelque chose qui se passe, on filme ce qui se passe. On ne va pas regarder le ciel et les oiseaux. Évidemment, quand il y a des choses qui se passent là, avec les manifestants, on filme aussi. Vous pouvez regarder tous nos reportages. Vous verrez que 80%, comme je disais, voire plus, c'est que des images de manifestants, d'interviews, etc. Alors, plein de situations, plein de blessures. D'ailleurs, l'ensemble de l'équipe, elle est là, dans la salle. C'est des reporters qui sont avec nous sur le terrain. Donc, il y a Saïs Subine, il y a Amaury ici, il y a Dom qui est souvent dans le studio. Je présente en même temps vite fait notre rédaction. Il y a Colin qui est en stage et qui est aussi sur cette caméra. Bien sûr, il y a aussi nos autres collègues qui ont subi aussi des choses, mais qui aujourd'hui ne tiennent pas une caméra. Il y a Alex. Nos confrères, bien sûr, de Factuel, je laisserai Factuel se présenter aussi juste après. Donc il y a Tofik, il y a Daniel, il y a Guillaume évidemment. Voilà, c'est des gens, nous sommes des gens on traite l'information. Notre mission c'est de traiter l'information, de continuer à le faire de façon factuelle. Notre angle, c'est le nôtre, évidemment. On n'a pas à discuter, personne n'a à discuter de notre angle. D'ailleurs, personne ne discute de l'angle de Figaro, de LCI, de BFM, évidemment. Et quand on parle de ces journalistes-là, on ne met pas des guillemets où on ne dit pas journaliste militant. J'ai été présenté à plusieurs reprises comme étant un journaliste militante. Alors, je milite personnellement, oui, pour les droits humains, ça c'est sûr. Mais dans mon métier, je fais mon métier tout comme tous les journalistes, donc j'ai une carte de presse, etc. Donc voilà, rien de spécial, sauf à nous discréditer, parce que ces guillemets-là sont là pour discréditer notre travail et de faire en sorte que voilà, notre travail ne soit plus suivi ou pas suivi en tout cas de la même façon que c'est suivi jusqu'à maintenant. Voilà, je ne vais pas y aller parler plus longtemps, parce que moi j'aime bien parler quand même, donc je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à Daniel Bordure, qui est fondateur de Factuel. Alors déjà, je souhaite me remercier à toutes ces personnes, belles personnes qui sont venues aujourd'hui à regarder cette conférence, écouter justement ce que les invités auront à dire. Et merci de votre soutien, parce que je sais que parmi vous, il y a plein de gens qui nous soutiennent. Donc merci et bonne belle soirée. Et voilà. Contrôle qui est opéré sur ces populations, une manière de leur rappeler leur place dans la société. Autrement dit, on se déplace d'une action qui vise à défendre l'ordre public à une action qui, de fait, défend un certain nombre social.
France avait responsable de la déportation de plus de 25 000 juifs. 1962, il y a Charonne. Il y a quand même 8 manifestants d'extrême gauche communiste qui trouvent la mort parce qu'ils manifestent contre l'OAS. Ils trouvent la mort dans une bouche de métro et tout, ça c'est une histoire. Le 17 octobre 61, tu as des centaines d'Algériens qui sont assassinés par la police lors d'une manifestation à Paris. Dans les années 70-80, par exemple en 1973, il y a ce qu'on a appelé nous, dans les quartiers populaires, l'été meurtrier. Pendant 3 mois, t'as pas eu que des policiers, mais il y avait des bobos et tout, des policiers qui tuaient, qui organisaient des ratonnades. Dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de 300 victimes dans nos quartiers qui ont été tuées par la police. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas que la police française était violente. C'est une culture de la police française. C'est son histoire. De la même manière que l'extrême gauche a une histoire, de la même manière que les quartiers populaires ont une histoire, de la même manière que la droite a une histoire. La police a son histoire. Et la police en France, son histoire, elle est tachée de sang. It's
police avait responsable dans la déportation de plus de 25 000 juifs. En 1962, il y a Sharon. Il y a quand même 8 manifestants d'extrême gauche. Que je ne me trompe pas dans les dates. Juste après la Commune de Paris, 1871, des communards quittent Paris, s'enfuient, se retrouvent à Besançon et sont accusés de fomenter des troubles et de favoriser l'international qui est en train de naître. Et en fait, ceux qui sont attaqués, notamment par le principal magistrat, le président de la cour de Besançon, dans un rapport, ce sont des militants ouvriers horlogers qui montent des sociétés de prévoyance et de secours mutuels. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de relations avec la Suisse, et les sociétés de secours mutuels et de prévoyance sont monnaie courante au Locle et à la Chaux-de-Fonds. Alors ils essayent de faire pareil à Besançon, mais en France c'est interdit. Voici ce qu'écrit le commissaire qui est chargé de l'enquête, saisit avec les agents de police des modèles de statut. Et le magistrat explique que plusieurs condamnations à diverses peines correctionnelles, c'est pas précisé dans le document qui est rapporté dans le bouquin de Jean-Charles, que vous connaissez peut-être sur les débuts du mouvement ouvrier à Besançon, diverses peines correctionnelles touchent des membres d'associations non autorisées. Il est fait mention aussi dans le courrier, alors je ne sais plus si c'est celui du magistrat ou celui du policier, de l'influence néfaste des journalistes qui propagent des idées évidemment dangereuses, c'est celle de se mettre ensemble pour faire ce qui deviendra plusieurs décennies après la sécurité sociale, les secours mutuels et la prévoyance. On passe à 1875 où Adrien Grésly, qui a une salle à la Bourse du Travail, au 11 rue Nathan, qui était un des fondateurs du syndicalisme à Besançon, et il date de cette année, la naissance du mouvement ouvrier. L'année suivante, enfin avec la création d'un syndicat d'ouvriers. Lundi matin, nous avons bloqué le tribunal de Paris dans le cadre des actions du mouvement des avocats contre la réforme des retraites. Et une avocate a été victime de violences infligées par un magistrat. Et un autre, a également insulté copieusement certains avocats. Et ces informations ont été relayées sur Twitter par un journaliste que vous connaissez peut-être, un journaliste indépendant qui s'appelle Gaspard Glance et que j'ai l'honneur de défendre. Voilà, alors petite précision introductive, et avant, évidemment, je vais répondre à ta question. Non, je l'oublie pas, mais parce que je pense que c'est important, mais je voulais dire quand même un mot parce que j'ai entendu l'appel qui vous a été lu par Daniel, dont je partage quasiment l'intégralité des propos, à une toute petite exception près, mais en même temps on est là pour en débattre, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais de toute façon ça vise pas l'appel en tant que tel, ça vise les propos tenus par Reporters sans frontières. Effectivement, dans les propos tenus par Reporters sans frontières, je lis « insultés, menacés, agressés, voire blessés » par des manifestants ou par des balles de LBD des forces de l'ordre. Alors moi, ce qui m'embête dans ce communiqué de RSF, c'est évidemment, vous vous en doutez, le fait qu'on impute la violation de la liberté de la presse aux manifestants. Moi, ce que je constate depuis que je défends des manifestants, ça veut dire depuis plusieurs années, et depuis que je défends des Gilets jaunes, c'est-à-dire depuis le tout début, c'est-à-dire novembre 2018, je constate que ce sont les forces de l'ordre qui sont auteurs de ces violences, et non pas les manifestants. Et lorsque des journalistes indépendants comme Gaspard Glance et d'autres ont pu faire l'objet de garde à vue, de violences policières, etc., ils n'ont pas trouvé, malheureusement, Reporters sans frontières à leur côté. Voilà. Ceci étant dit... Voilà, mais c'est uniquement, ça vise uniquement RSF, que les choses soient absolument claires, voilà, que mes autres ne me mettent pas dehors immédiatement. Maintenant, alors, j'ai écrit un bouquin, voilà, qui s'appelle « Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes », où je commence à parler, comme tu l'as dit, des violences policières en 1891. Et effectivement, ce que j'ai découvert en travaillant cette histoire des lois scélérates,
qui visaient les anarchistes et qui, à travers les anarchistes, visaient la liberté de la presse et la liberté d'expression. J'ai découvert que ces lois qui attaquent la liberté d'expression de vous et de moi et des journalistes sont des lois qui ont été adoptées à la suite d'attentats terroristes anarchistes commis en réaction à des violences policières qui étaient impunies. Et je pense que c'est important, extrêmement important de le souligner parce qu'on oublie trop souvent que lorsqu'on regarde un acte de violence politique comme l'est un attentat, on oublie que cet acte-là peut avoir non pas une justification, mais au moins une explication. Et rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait un Premier ministre qui s'appelait Emmanuel Valls, qui avait dit « expliquer, c'est excuser ». Et ça, c'est évidemment quelque chose contre lequel je m'inscris en faux, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'avocat, parce que comme avocat, ça m'arrive aussi de défendre des gens qui sont effectivement coupables des infractions qu'on leur reproche. Et dans ce cas-là, notre rôle du côté de la défense, c'est d'expliquer les raisons pour lesquelles ces personnes-là ont commis tel ou tel acte. Et effectivement, on voit qu'il y a une vague d'attentats anarchistes entre 1892 et 1894 qui vont viser un certain nombre de personnes et de personnes représentant des... Dire, ah mais il est masqué, c'est un délit, etc. La scène avec le parapluie. Et donc, le commissaire, quand il fait ça, il me semble que cette scène date de mai 2019. Je ne sais pas si j'ai bien regardé. Non, c'est novembre. Novembre 2019. Novembre 2019. Désolé. Bon, alors le 17 novembre. Vous m'excuserez. Mais en tout cas, c'est postérieur effectivement à la loi d'avril qui punit effectivement le fait de se rendre en manifestation en ayant le visage masqué. Sauf que le délit, c'est pas exactement ça. C'est se rendre en manifestation avec le visage masqué, mais la loi ajoute sans motif légitime. Et ça, ce commissaire-là qu'on voit dans le film, il l'ignore totalement. Et moi, je trouve ça assez inquiétant de ce qu'un représentant des forces de l'ordre ignore un texte législatif qu'il est chargé de faire appliquer. Voilà, donc en fait, ce journaliste avait évidemment un motif légitime pour se masquer le visage. C'était la nécessité de faire face et d'éviter des blessures qui pourraient lui être infligées par les gaz lancés par la police. Je sais pas. Donc après l'exposé de Raphaël Kampf qui pointe les dangers que certaines lois pourraient désigner chaque citoyen comme un ennemi de l'État, après la vidéo d'Emma qui montre concrètement les violences policières que peuvent subir les reporters. Parce que sur toute la documentation, les violences policières, sur qu'est-ce que c'est que le LBD, qu'est-ce que c'est que ces grenades, quel est leur impact, comme un lanceur d'alerte, quelqu'un qui, à partir de son expérience, à partir de son savoir, à partir de sa profession, il nous a aidés, il nous a fait prendre conscience, il a documenté cela et il l'a fait comme on doit le faire chacune et chacun d'entre nous en se sentant responsable de sa liberté. Alors, Guillaume, pour répondre à la question, je voudrais dire, au fond, peut-être en devançant des choses dont on va parler, puisque je parlais de tradition. Il y a une phrase qui est au cœur d'un livre que je publie la semaine prochaine, qui pour moi résume l'enjeu à la fois de notre réunion ce soir, du travail quotidien qui est fait par les trois médias concernés, et de l'enjeu démocratique. Cette phrase a été formulée le 13 août 1789. C'est une phrase oubliée, c'est une phrase perdue. Un petit mois après la prise de la Bastille, au début de la Révolution française. Elle a été formulée par le premier maire de Paris, qui avait été le premier président du tiers-État et le premier président de l'Assemblée nationale. C'est l'homme qui lira le serment du jeu de paume quand les députés des États généraux se transformeront en Assemblée nationale et diront qu'ils ne veulent pas se dissoudre, se disperser. Cette phrase est la suivante, et il faut absolument la réhabiliter car c'est évidemment cet enjeu-là. La publicité est la sauvegarde du peuple. La publicité est la sauvegarde du peuple. À l'époque, le mot publicité n'était pas gagné par la marchandise, par le commerce, par tout ce qui est dans la consommation d'aujourd'hui. Il voulait dire ce qui est public, rendre public ce qui est d'intérêt public.
c'est une phrase exceptionnelle. Elle voulait dire que pour que le peuple invente lui-même son destin, pour qu'il réponde lui-même aux questions qu'il se pose, il faut d'abord qu'il ait le droit de savoir. La publicité, cela voulait dire, les réunions doivent être publiques, les délibérations doivent être publiques, les documents doivent être publics, tous les actes commis au nom du peuple souverain, tous les actes qui concernent le sort du peuple souverain doivent être publics. Et l'iconographie révolutionnaire à cette époque, et c'est au cœur de tout ce qu'a documenté le film et les propos d'Emma tout à l'heure, symbolisait cela par un œil, l'œil du peuple. L'œil du peuple comme une vigilance, comme un contrôle, comme une surveillance de ce qui est fait en son nom. L'œil du peuple regardant ses mandants, regardant ses représentants, regardant ses gouvernants. Différents, mais partout, il y a la tendance de pouvoir autoritaire. Et c'est une nouveauté. Pour ça que moi, j'avais une nuance par rapport à l'historique qui a été fait tout à l'heure, parce que l'historique risque de nous dire, ça se répète, et on ne voit pas la nouveauté. Nous avons une nouveauté. Elle s'appelle Trump, elle s'appelle Bolsonaro, elle s'appelle Modi en Inde, elle s'appelle Erdogan en Turquie, elle s'appelle Poutine en Russie, et elle s'appelle Macron. C'est quoi cette nouveauté? Ce sont des pouvoirs, et il suffit de l'entendre, qui pensent que l'élection est le fin mot unique de la démocratie. Je suis élu, je vous congédie pendant 5 ans, je fais les questions et les réponses. Ce sont des gens qui n'ont plus de culture démocratique. Et qui perdent ce souci que disait, c'était pourtant pas un révolutionnaire acharné, Mendès France, en disant la démocratie c'est un code moral. C'est écouter les oppositions, c'est laisser s'exprimer les critiques. Ce sont des gens qui refusent cela. Parce qu'ils savent que leur pouvoir est fragile, parce qu'ils sont au service d'intérêts sociaux minoritaires, parce qu'ils ont été gagnés par la défense de ces intérêts sociaux minoritaires. Et du coup, ils congédient la vitalité démocratique. Et ils défendent une conception de la démocratie qui est profondément antidémocratique. Encore une fois, la démocratie, ce n'est pas le droit de vote. C'est le droit de vote comme un des instruments, mais il y a aussi le tirage au sort, il y a aussi d'autres formules. La démocratie, c'est évidemment, il faut des représentants, il faut des mandants, mais il faut les contrôler, mais il faut pouvoir faire surgir de nouvelles questions auxquelles ils ne pas penser. Il faut faire surgir, en effet, les minorités, le souci des minorités. Ce qu'a rappelé Raphaël Kempf, ces libertaires, ces anarchistes, dont le plus symbolique d'entre eux est en effet ce Félix Fénéon qui ridiculisera le tribunal, qui fera la revue blanche, où ont été publiés tous les textes qu'a republié Raphaël dans son livre, dont le texte signé un juriste de Léon Blum, parce qu'il était conseiller d'État, et c'est un texte anonyme. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Quand il y a les attentats, les anarchistes, pardon, mais à l'époque, ils ont tué un président, ils ont mis une bombe à l'Assemblée, et sous l'ombre de la commune et des massacres de la commune, ils se sont dit le cochon bourgeois devait payer, donc ils ont mis aussi des bombes dans des cafés. Donc tout le monde, comme dans notre temps sécuritaire, a pris peur. Et donc ils ont tous accepté à ce moment-là, y compris des gens qui vont être formidables après, ils vont accepter ces lois scélérates. Et là, qui va les réveiller? Au procès des 30 qu'a évoqué Raphaël tout à l'heure, il y a un avocat qui va les défendre et qui va faire qu'ils vont être acquittés. Mais cet avocat, 2 mois après, il est le premier avocat désigné par le capitaine Dreyfus. C'est le même. Et ce sont ces libertaires-là qui, avec le frère de Dreyfus, vont secouer et vont réveiller et vont frapper aux portes et vont amener Zola, 4 ans après, à écrire son J'accuse. Et tous ces gens-là, quand ils vont écrire sur les lois scélérates, se disent
on a fait une erreur. Parce qu'il y avait les attentats, on n'a pas vu l'atteinte aux libertés fondamentales. Et ils se sont remis en cause. Donc il faut toujours laisser la porte à ce que des minorités bousculent des majorités installées. Y compris une cause qui nous est très chère, la cause des femmes. Ce n'est pas une minorité, les femmes. Mais néanmoins, elles ont été construites en minorité politique. Et donc, il a fallu bousculer tout cela. Il a fallu qu'elles fassent des réunions entre femmes, et elles continuent. Et il y a un nouveau féminisme qui bouscule l'inconscient de la domination masculine. Et donc, c'est ça une démocratie. Vous avez donné du courage. Merci. La plus belle nouvelle que des gens qui n'étaient pas forcément engagés, pas forcément structurés, qui étaient dans leurs isolements, dans leur détresse. Tout d'un coup, et ce symbole, à la fois le gilet jaune, qui est un symbole de protection, d'alerte, et les ronds-points, on s'arrête, on ne passe pas sans regarder, on s'arrête. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Et ce qui m'a révolté, je l'ai écrit pour ceux qui, comme vous, se sont abonnés à l'époque, vous l'avez vu. Je dis, mais c'est pas normal par rapport à ce que ça a déchaîné, parce qu'au fond, vous avez dit que le pouvoir est nu. Vous avez montré que ce pouvoir est nu. C'est pour ça qu'il a pris peur, et c'est pour ça que la répression s'est accentuée, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas arrêté, et qu'ils nient cette réalité de la répression. Et ce qui m'a bouleversé, moi, choqué plutôt, c'est que de la part de celles et ceux, alors justement, c'est pour ça qu'il faut tenir bon, ça bouge, ça vient, ça vient. Il y a eu d'abord ce que j'ai appelé non-assistance à peuple en danger. Oui. Face à surgissement des gilets jaunes et à une répression sans équivalent, je crois qu'il n'y a pas dans notre histoire républicaine depuis les pires périodes une telle violence en un an contre un mouvement social spontané, auto-organisé, un tel mépris, une telle accumulation de mensonges. Et donc, je sais que c'est fatigant, mais en même temps, nous n'avons pas d'autre choix par le collectif, par des réunions comme celle-ci, par le partage des connaissances, des savoirs, par l'alerte, les lanceurs d'alerte, par justement toutes les bonnes volontés qui se sont mis en mouvement. Raphaël illustre, et il y en a d'autres, tous ces... Et je pense que la grève des avocats, c'est grâce aux Gilets jaunes. Oui. Je pense que beaucoup de mouvements sociaux, les hôpitaux, c'est aussi grâce aux Gilets jaunes. Non pas que ça n'existait pas avant, mais d'une certaine manière, ça a donné de l'exemple. Je crois que le courage est contagieux. Oui. Le courage est contagieux. Le fait que vous soyez levé est contagieux. Alors, je n'écris pas le futur, la question m'a été posée, je ne sais pas. Et le pire peut advenir. Hein. Nous savons tous que, je le redis, c'est une course de vitesse. Hein. Il nous emmène dans le gouffre. Oui. Il nous emmène dans un gouffre écologique, un gouffre démocratique, un gouffre social, le niveau d'inégalité, leur inconscience. Donc nous, on est là pour essayer d'arrêter le train. Hein. Oui. Et c'est cela que l'on doit essayer de faire. Sur Déméter, je vais en reparler à la journaliste qui a fait récemment les révélations sur la FNSEA, je ne sais pas si vous avez vu, oui. Et qui les dérange beaucoup, et qui ne contestent pas, et qui sont assez sidérantes quoi, sur la puissance de ce syndicat agricole qui est en même temps le syndicat du pouvoir et le syndicat d'arrangement avec les pouvoirs. C'est intéressant que l'actuel ministre de l'Agriculture, vous avez vu la vidéo à tourner, il a arraché le micro d'un journaliste. C'est-à-dire que on en tient, c'est pareil, et pourtant c'est un vieux politique, hein, il a de la bouteille, et ben, il ne sait plus se tenir, lui non plus. Hein, donc ça dit quelque chose, hein, et donc voilà. Alors moi sur quelqu'un m'a reparlé de l'affaire Griveaux. Moi, je pense que, évidemment, pour ne pas tomber dans ce piège, la position que nous avons défendue à Mediapart est une protection. Est une protection parce que, encore une fois, bien sûr qu'une fois que tout cela sort, de la même manière que de voir
un homme de la sécurité de l'Élysée, proche du président, taper des manifestants, voir un ministre en exercice envoyé, alors qu'il sait ce que c'est, qu'il est averti sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de confidentialité là-dessus, il a le droit de le faire, mais il ne sait pas se tenir en tant que ministre, d'accord. Mais nous, voilà, encore une fois, légitimité du but poursuivi, ampleur de l'information, intérêt public de l'information, l'irresponsabilité intime et privée d'un ministre n'est pas notre question. En revanche, de l'argent public, en revanche, des conflits d'intérêts, en revanche, tout cela, on doit le faire. Et donc, le fait que Mediapart ait eu cette position est une protection, car en effet, ils vont essayer d'utiliser. Ils vont essayer d'utiliser ces irresponsables qui se font plaisir, qui ne sont pas dans le collectif. Ça, c'est très important ce qu'a dit Raphaël. Notre époque fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'autorisquent d'eux-mêmes. Y compris vous, les Gilets jaunes, vous avez été confrontés à ça. Et vous l'avez fait savoir, quand des gens se sont autoproclamés porte-parole. Et vous avez dit, on en revient là, et on est tous ensemble. Et vous avez parfois dit à certaines et certains d'entre eux, non, tu ne vas pas parler en notre nom. On est dans ce fonctionnement-là. Et donc notre époque est celle aussi où des gens, comme on se dit, bah tiens, je peux rêver d'être président, je peux rêver d'être... Voilà, et ainsi de suite, et il y en a plein comme ça. Et ça donne ce paysage d'un monde qui ne sait pas se tenir. Et nous devons tenir le monde. Vous savez, quand vous voyez le rapporteur de la contre-réforme sur les retraites dire, il y a 2 jours, à l'opposition, vous n'êtes rien, vous n'êtes rien, vous n'êtes rien, c'est hallucinant. Ils ne savent plus se tenir. Et donc nous devons tenir le monde. C'est-à-dire la dignité, la droiture, la responsabilité. Il faut montrer qu'ils sont irresponsables. Ce qui m'amène à quelque chose, parce que vous avez évoqué les élections municipales. Il y a une question, nous avons commencé ce soir à essayer de faire, non pas le journal des bonnes nouvelles, mais montrer qu'il y a des alternatives. On revisite, je ne sais pas si vous avez entendu l'expérience de cette ville, Saillant, où il y a eu une vraie démocratie participative, c'est la une de Mediapart ce soir. Je pense que, y compris, vous devriez interpeller les listes qui challenge le pouvoir actuel sur l'existence. Bien sûr, il y a un conseil municipal, il y a des règles, mais il faut des assemblées citoyennes à côté. Il faut des assemblées citoyennes avec du tirage au sort. Il faut des assemblées citoyennes dont la consultation soit nécessaire. On est plus intelligent à plusieurs. Et le tirage au sort le permet. Et il faut exiger qu'une partie, y compris des émoluments des élus, serve à faire fonctionner cette assemblée citoyenne. Il faut exiger, dire voilà, pour aller parler de cette question, il y a des incidences sécuritaires ici à Besançon. Eh ben, les citoyens doivent être consultés. Et comment on consulte, comment on étudie, comment on prend le temps. Et ça, il faut se saisir de l'échelon municipal pour apporter ça. J'en termine pour le... Il a été dit, il faudrait changer de constitution, il faudrait... Mais bien sûr, et comment dire, je fais partie de ceux qui le disent depuis longtemps, je pense que le présidentialisme français est au cœur de notre catastrophe. Et je le disais, y compris sous François Mitterrand, puisque tout ça a une histoire, quand au bout d'un moment, on fait ce qu'on contestait dans l'opposition, on commence à le faire une fois qu'on est au pouvoir. Et ça m'a valu des problèmes par rapport à un journalisme de pouvoir, de gouvernement, qui, à partir du moment où les copains sont au pouvoir, eh ben, on accepte de s'arranger. Et moi j'ai dit, j'ai mes convictions, mais j'ai dit, mon travail vaut quel que soit le pouvoir. Et si un pouvoir que j'ai élu déconne et sort des clous, eh ben, je dois le dire, je ne vais pas me censurer. Je dis ça parce que, pour moi, l'enjeu, et le temps est court, il nous reste 2 ans. Puisque c'est ça le piège dans lequel nous sommes. Bien sûr la Constitution, bien sûr. Mais entre-temps, une élection. Et cette élection, c'est un piège. Parce que c'est qui va être le candidat, qui va passer. Et là, ma tristesse de citoyen, et pas seulement de journaliste, c'est que pour moi, il faut une dynamique collective. Je préférais qu'avant de savoir qui serait le candidat qui porterait ça, que des gens collectivement se regroupent. Parce que je n'ai pas confiance dans le choix d'un seul, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Je n'ai pas confiance.
forces de l'alternative, qui sont d'accord sur l'exigence démocratique, qui sont d'accord sur l'exigence sociale, qui sont d'accord sur l'exigence écologique, se retrouvent autour d'une table en disant on met de côté qui va mener, mais d'abord comment on fait ensemble pour l'emporter. Et que ce ne soit pas la course des petits chevaux, car à ce jeu-là, on perd, toujours. Oui. On